Vos chiffres ne correspondent pas à nos dossiers, a déclaré Sandrine des ressources humaines, d'une voix plus froide que la climatisation de la salle de conférence. Elle a fait glisser une pile de dossiers sur la table en bois verni. Nous pensons que vous avez falsifié vos résultats depuis un certain temps. Mon nouveau manager, Vincent, s'est penché en avant, sa sympathie forcée ne parvenant pas à masquer la froideur de son regard. Nous avons effectué un audit approfondi des rapports d'acquisition de clients. Les écarts sont significatifs. J'ai fixé les papiers de licenciement, le texte noir devenant flou tandis que mon cœur martelait ma poitrine. 6 ans. 6 ans de matin aux aurores et de nuits tardives, de projets annulés et de réunions de famille manquées, à bâtir quelque chose en partant de rien. Signez ceci et partez discrètement, a continué Sandrine, en débouchant un stylo de luxe qu'elle a posé à côté du document. Nous sommes prêts à vous offrir 2 semaines d'indemnité de départ si vous coopérez. Le silence s'est installé dans la salle, seulement rompu par le ronronnement discret de la ventilation. L'alliance de Vincent a teinté contre son verre d'eau alors qu'il changeait de position, mal à l'aise. L'expression de Sandrine restait impassible, rompue à l'art de briser des carrières. J'ai pris une grande inspiration et j'ai senti mes épaules se relâcher. Puis j'ai souri. Avant de faire ça, ai-je dit en sortant mon téléphone, laissez-moi vous montrer quelque chose d'intéressant. La confusion sur leur visage n'était que le début de ce qui allait devenir mon plus beau moment professionnel. Je m'appelle Elisa Morin. J'ai 34 ans et, jusqu'à ce matin, j'étais responsable senior de la relation client dans une prestigieuse société de services financiers que je ne nommerai pas pour des raisons évidentes. Je suis la fille d'une professeure des écoles qui a tout perdu lors d'un conflit au travail faute de preuves. Et j'ai appris très tôt que dans le monde de l'entreprise en France, la documentation n'est pas seulement importante, c'est une question de survie. Permettez-moi de faire une pause un instant, avant d'aller plus loin. Pourriez-vous prendre quelques secondes pour me dire dans les commentaires d'où vous me regardez? Je veux savoir jusqu'où mon histoire est allée, que vous soyez à Lyon, à Singapour, ou n'importe où entre les deux. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres histoires comme celle-ci, car croyez-moi, le monde de l'entreprise en France en regorge. J'étais donc là, assise face à 2 personnes qui pensaient détenir tout le pouvoir, qui croyaient que j'allais m'effondrer et disparaître. Les papiers de licenciement attendaient ma signature, ma reddition. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application de messagerie et j'ai tourné mon téléphone vers eux. Il y a 3 mois, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, ai-je expliqué, en faisant défiler un dossier soigneusement organisé. Les chiffres que je soumettais ne correspondaient pas à ce qui apparaissait plus tard dans le système. Au début, j'ai cru à un bug. L'expression de Vincent a légèrement changé. Sa paupière gauche a tressailli. Étant quelqu'un de méticuleux, cela fait des années que je mets mon adresse personnelle en copie cachée de mes rapports clients quotidiens. C'est juste une habitude que j'ai prise après avoir vu ma mère tout perdre dans une situation similaire. Sandrine a croisé les bras. Envoyer des données de l'entreprise sur des comptes personnels viole l'article 4.3 de notre politique de sécurité informatique. J'ai terminé sa phrase à sa place, lequel prévoit une exception pour les journaux de travail personnels tenus par les employés à des fins d'évaluation des performances. J'ai vérifié auprès du service juridique quand j'ai commencé à le faire. J'ai ouvert un tableur sur mon téléphone et je l'ai posé sur la table. Voici le relevé de chaque modification apportée à mes rapports au cours des 8 derniers mois. Le schéma est fascinant. Mes statistiques d'acquisition de clients ont été systématiquement réduites de 17% précisément, tandis que celles de Thibaut Rochefort augmentaient de montants similaires. Thibaut, mon ancien collègue qui avait été promu à ma place il y a 3 mois, alors qu'il n'avait que la moitié de mon expérience et de mon taux de réussite. Thibaut, qui jouait au golf avec Vincent tous les dimanches. Thibaut, dont l'oncle siégeait au conseil d'administration. Je suis curieuse. Ai-je continué? La voix assurée malgré l'adrénaline qui coulait dans mes veines. Est-ce une coïncidence si ces modifications ont commencé exactement quand Vincent a repris notre département, ou que chaque femme de notre division présente des écarts similaires? Vincent a blêmi. Le masque professionnel de Sandrine s'est fissuré un court instant. Ce sont des accusations graves, a-t-elle dit, sa voix nettement moins assurée. Elles le sont, j'ai acquiescé, c'est pourquoi j'ai tout documenté méticuleusement. L'heure de mes soumissions originales, les captures d'écran des dossiers modifiés, la fréquence des changements et, plus intéressant encore, les identifiants de connexion utilisés pour effectuer ces modifications. J'ai affiché un autre document. Ceci est un relevé horodaté montrant que les modifications ont été effectuées avec vos identifiants d'administrateur, Vincent. Toujours entre 19h15 et 19h40 les mardis et jeudis, quand vous disiez à l'équipe que vous restiez tard pour la maintenance du système. Le silence dans la pièce était pesant. J'ai poursuivi. J'ai également des emails de 5 collègues féminines qui ont rencontré des problèmes de performance similaires après votre arrivée. Aucun de nos homologues masculins n'a eu ces problèmes. Le visage de Vincent s'est crispé. Vous ne pouvez pas prouver. C'est déjà fait, l'ai-je interrompu, en sortant une petite clé USB. Tout est ici, y compris une analyse chronologique complète. J'ai envoyé des copies à Marissa Chano à la direction de la conformité et à maître Arthur Lefebvre au service juridique il y a 30 minutes. Je me suis adossée à ma chaise.
Je ne suis pas venue ici pour être licenciée aujourd'hui. Je suis venue pour vous regarder essayer. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Maître Arthur Lefebvre du CIF juridique est apparu, l'air grave, un dossier à la main. Marissa de la conformité est arrivée avec son assistante, qui prenait des notes frénétiquement. Le directeur régional nous a rejoints en visioconférence, son week-end interrompu par ce qui devenait rapidement une affaire majeure. Je suis restée là, répondant calmement aux questions, présentant les preuves avec méthode. Le poids de 6 années de travail acharné, de doutes quand mes chiffres ne correspondaient pas à mes résultats, de voir des hommes moins qualifiés progresser alors que je stagnais. Tout s'est cristallisé dans ce moment d'une clarté parfaite. Comment avez-vous remarqué les écarts pour la première fois? A demandé Maître Lefebvre en ajustant ses lunettes. Je tiens un journal de travail personnel depuis que j'ai commencé ici, ai-je expliqué. Chaque client, chaque interaction, chaque résultat. Quand mes évaluations trimestrielles ont montré des chiffres inférieurs à mes objectifs, malgré ce que je savais avoir accompli, j'ai commencé à enquêter. Et vous pensez qu'il s'agissait d'une manipulation délibérée pour justifier la promotion de M. Rochefort à votre place? A précisé Marissa. Les preuves suggèrent que je n'étais pas la seule, ai-je répondu. Tania au compte de santé, Zoé au service de retraite, Imani à la planification successorale et Rebecca aux prêts commerciaux ont toutes connu des problèmes de performance similaires sous la direction de Vincent. Toutes ont été écartées pour des promotions qui sont revenues à des hommes ayant des résultats objectivement inférieurs. La voix du directeur régional est sortie du haut-parleur. Mademoiselle Morin, au nom de l'entreprise, je tiens à m'excuser pour ce qui semble être une grave violation de nos valeurs. Nous allons mener une enquête complète. J'ai hoché la tête, mais je connaissais le langage de l'entreprise. Les enquêtes pouvaient être enterrées, les conclusions minimisées, les problèmes balayés par des clauses de non-dénigrement et des accords financiers. J'apprécie cela, ai-je dit prudemment. Mais je dois mentionner que j'ai également préparé une analyse détaillée de l'impact financier que ces manipulations ont eu sur ma rémunération au cours des 3 derniers trimestres. Les structures de bonus liées aux indicateurs de performance que j'ai réellement atteints, mais pour lesquels je n'ai pas été créditée, totalisent environ 43 000 € de salaire perdu. J'ai marqué une pause pour les laisser digérer l'information. Multipliez cela par 5 femmes concernées, et vous faites face à un schéma de discrimination salariale basé sur le genre qui intéresserait plusieurs organismes de réglementation, et peut-être même la presse. La tension dans la pièce est montée d'un cran. Vincent semblait sur le point d'être malade. Sandrine envoyait furieusement des messages sous la table. Maître Lefebvre s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion uniquement avec Mademoiselle Morin et l'équipe de direction. Alors qu'on demandait à Vincent et Sandrine de partir, j'ai croisé le regard de Vincent. L'homme qui avait systématiquement saboté mon travail, qui avait bâti son succès en diminuant le mien, qui n'avait probablement jamais imaginé que je me défendrais, c'est lui qui a détourné les yeux le premier. Ce soir-là, j'étais assise sur mon balcon avec un verre de vin, regardant les lumières de la ville, étrangement calme. Mon téléphone vibrait sans arrêt, recevant des messages de collègues qui avaient entendu des rumeurs. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ce moment était le mien, et je voulais savourer le calme avant la tempête qui allait suivre. Le lundi matin est arrivé avec une énergie différente. La sécurité m'a accueillie dans le hall, mais au lieu de m'escorter vers la sortie, ils m'ont conduite à l'étage de la direction, un endroit où j'étais allée exactement 2 fois en 6 ans. La PDG, président-directeur général, Laurence Tessier, m'attendait dans son bureau. Contrairement à la plupart des bureaux de direction, son espace était minimaliste et pratique. Pas de style haussmannien ou bureau en chêne massif, ni de murs couverts de prix de vanité. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur une chaise en face de son bureau. « Mademoiselle Morin » a-t-elle dit en m'observant avec des yeux perçants. « J'ai passé mon week-end à examiner vos preuves. C'est convaincant. Je suis restée silencieuse, attendant la suite. J'ai bâti cette entreprise pour qu'elle soit différente, a-t-elle poursuivi. Pour valoriser la performance plutôt que la politique, pour récompenser les résultats indépendamment du genre ou des origines. » Elle a poussé un long soupir. De toute évidence, je n'ai pas réussi à faire en sorte que ces valeurs atteignent chaque recoin de notre organisation. J'ai répondu, avec tout le respect que je vous dois. Des valeurs sans mise en application ne sont que de la décoration murale. Un sourire a effleuré son visage. C'est précisément pour cela que je voulais vous voir directement. Vincent a été licencié. Sandrine a été suspendue en attendant la suite de l'enquête. La promotion de Thibaut Rochefort est en cours de révision. Elle a fait glisser un dossier sur son bureau. Voici notre proposition pour arranger les choses. Elle comprend le rappel de salaire pour les primes que vous avez gagnées, une promotion au poste de directrice de la stratégie client et un siège au sein de notre tout nouveau comité de révision des rémunérations. J'ai ouvert le dossier et parcouru les documents à l'intérieur. Les chiffres étaient impressionnants, bien au-delà de ce que j'espérais. Pourquoi ne pas simplement me proposer un accord à l'amiable pour que je parte sans faire de bruit? Ai-je demandé. Ce serait moins cher. L'expression de Laurence Tessier s'est durcie. Parce que c'est ce que Vincent aurait fait. Camoufler le problème au lieu de le régler. Je ne veux pas que vous partiez, mademoiselle Morin.
Je veux vous donner le pouvoir de m'aider à débusquer chaque exemple de ce comportement dans notre société et à l'éliminer. J'ai pesé ces mots avec soin, en pensant aux autres femmes concernées. Des ajustements de rémunération similaires sont en cours de préparation, et je veux que vous m'aidiez à mettre en place un système de signalement transparent qui empêche que cela ne se reproduise. Ce n'était pas le dénouement auquel je m'attendais en entrant dans cette salle de conférence 3 jours plus tôt. Je m'étais préparée à un licenciement, à des batailles juridiques, à la lutte épuisante qui s'ensuivrait. Je ne m'étais pas préparée à la victoire, du moins pas à une victoire aussi totale. Mais en regardant l'offre devant moi, j'ai réalisé que ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. J'ai quelques idées concernant ce système de signalement, ai-je dit en sortant mon carnet. Et aussi sur la manière d'identifier d'autres cas potentiels dans toute l'entreprise. Laurence a souri. Un vrai sourire qui a atteint ses yeux. J'espérais que vous diriez cela. Les semaines suivantes ont été intenses. J'ai changé de bureau, constitué une équipe et commencé le travail minutieux d'audit des dossiers de performance de toute l'entreprise. Nous avons trouvé 7 autres cas similaires aux miens, toutes des femmes, toutes avec des indicateurs de performance modifiés, toutes privées de promotion ou de rémunération qu'elles avaient méritées. Thibaut Rochefort a démissionné avant la fin de son évaluation. La rumeur disait qu'il avait déjà accepté un poste chez un concurrent. Je me suis demandé s'il avait emporté ses pratiques manipulatrices avec lui ou si le fait d'avoir été démasqué lui avait appris quelque chose. Finalement, cela m'importait peu. Le système que nous avons construit était d'une élégance simple. Les indicateurs de performance seraient désormais enregistrés dans une base de données de type blockchain qui suivrait chaque changement, l'auteur de la modification et l'heure. Les employés recevraient des notifications automatiques pour tout ajustement de leur dossier. Des audits trimestriels rechercheraient des modèles de modification ciblant des groupes spécifiques. Un après-midi, alors que je passais en revue le plan de mise en œuvre, Tania, des comptes de santé, s'est arrêtée dans mon nouveau bureau. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un nous croirait », a-t-elle dit doucement. J'ai failli abandonner et partir l'année dernière, quand mes chiffres restaient bas malgré tous mes efforts. Je connais ce sentiment, ai-je répondu. Pendant des mois, j'ai cru devenir folle, je remettais en question mon propre travail, ma propre mémoire. Comment avez-vous trouvé le courage de vous défendre ? A-t-elle demandé. J'ai pensé à ma mère, qui avait perdu une carrière de 20 ans comme professeure des écoles, parce qu'elle n'avait pas pu prouver que son directeur avait modifié les notes de ses évaluations pédagogiques après qu'elle ait signalé son comportement inapproprié envers le personnel féminin. La documentation, ai-je dit simplement, et la certitude absolue que je ne laisserai personne d'autre s'approprier mon travail ou me faire douter de moi-même. Tania a hoché la tête. Eh bien, merci. Vous avez changé les choses pour nous toutes. Après son départ, je suis restée assise à regarder mon écran d'ordinateur, les innombrables fichiers de preuves que j'avais rassemblés, le nouveau système que nous bâtissions. La vengeance ne consistait pas à détruire des carrières, même si Vincent méritait certainement son sort. La vengeance consistait à créer quelque chose qui empêcherait cela d'arriver aux autres. C'est ça, la vraie justice. Il ne s'agit pas seulement de punir les coupables, il s'agit de réparer les systèmes défaillants qui leur ont permis d'agir. 6 mois plus tard, je me tenais sur un podium lors de la conférence annuelle sur le leadership de notre entreprise, présentant le nouveau système de suivi des performances à des managers venus de tout le pays. Alors que j'expliquais comment ils garantiraient la responsabilité et l'équité, j'ai aperçu Laurence au fond de la salle, hochant la tête en signe d'approbation. Quand j'ai fini, elle m'a rejoint sur scène. Ce qu'Elisa a construit n'est pas seulement un système de signalement, a-t-elle dit au public. C'est un modèle d'intégrité, et il vient de quelqu'un qui avait toutes les raisons de quitter cette entreprise, mais qui a choisi, au contraire, de la rendre meilleure. Les applaudissements ont été tonitruants, mais la vraie victoire résidait dans les données qui ont suivi. Les promotions de femmes qualifiées ont augmenté de 34% la première année. Les écarts d'équité salariale se sont réduits dans chaque département. La rétention des employés s'est considérablement améliorée. Et quant à moi, j'ai découvert que le succès est vraiment la meilleure des vengeances. Pas seulement le succès professionnel, mais la profonde satisfaction de savoir que ma bataille avait engendré un changement durable. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si je n'avais pas gardé ces dossiers. Si je n'avais pas remarqué la récurrence, si j'avais simplement signé ces papiers de licenciement, et que j'étais partie ce jour-là. Je ne m'attendais pas à ce que mon histoire devienne une étude de cas dans les formations à l'éthique au sein du monde de l'entreprise en France. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver devant des cadres lors de conférences sectorielles pour expliquer comment des préjugés systématiques peuvent se cacher derrière les indicateurs de performance. Je n'aurais certainement jamais pensé faire la couverture de magazines économiques en tant qu'héroïne lanceuse d'alerte. Mais la vie sait prendre des tournants inattendus quand on reste sur ses positions. Cela fait 16 mois que cette journée dans la salle de conférence a eu lieu. Et je veux partager ce qui s'est passé après, car la vengeance n'était pas seulement ce moment précis de dénonciation. C'était tout ce qui a suivi. Environ 2 mois après la mise en place de notre nouveau système de signalement transparent, j'ai reçu un email qui a arrêté mon cœur.
Il provenait d'une certaine Danielle Mercer, d'un cabinet concurrent. L'objet. Vincent Holloway passe un entretien ici. J'ai vu votre présentation au sommet des services financiers le mois dernier, écrivait-elle. Notre entreprise envisage de recruter Vincent Holloway pour un poste de direction. Il possède des références impressionnantes, mais quelque chose m'a semblé étrange lors de son entretien. J'ai fait des recherches sur lui et je n'ai rien trouvé d'inquiétant, mais un collègue a mentionné des rumeurs sur son départ de votre entreprise. Je prends un risque en vous contactant, mais j'ai besoin de savoir. Dois-je m'inquiéter? J'ai fixé mon écran pendant un long moment. Vincent avait été licencié discrètement avec une convention de rupture, incluant des clauses de non-dénigrement. L'entreprise avait choisi de ne pas engager d'autres poursuites contre lui, préférant se concentrer sur la réparation de nos systèmes internes. J'étais lié par les mêmes clauses de confidentialité que tout le monde. À quoi ressemblerait la justice à cet instant? Se venger serait facile. Je pourrais transférer toutes mes preuves à Daniel et regarder les opportunités de carrière de Vincent s'effondrer. Cela ferait du bien de savoir qu'il ne pourrait pas simplement glisser vers un autre poste où il pourrait recommencer. Au lieu de cela, j'ai appelé notre service juridique. J'ai besoin de conseils, ai-je dit à maître Arthur Lefebvre. J'ai été contacté par quelqu'un d'un cabinet concurrent au sujet de Vincent. Quelles sont mes obligations ici? Arthur est resté silencieux un moment. Légalement, la clause de non-dénigrement limite ce que vous pouvez dire. Mais il y a une question morale qui dépasse les obligations légales, a-t-il dit avec prudence. Si nous savons que quelqu'un a un comportement habituel nuisible et que nous ne disons rien, sommes-nous complices des dommages futurs? Cette conversation a mené à une réunion d'urgence avec Laurence et l'équipe de direction. Après 3 heures de débat sur les risques juridiques face à la responsabilité éthique, nous avons rédigé une réponse soigneusement pesée que Laurence transmettrait personnellement par téléphone, et non par écrit. Je n'ai jamais su exactement ce qu'elle avait dit au PDG de Daniel, mais j'ai reçu un autre email de Daniel 2 semaines plus tard. Merci. Nous avons pris une autre direction pour ce poste. La gestion de cette situation par votre entreprise a été à la fois éthique et professionnelle. Ce soir-là, je me suis de nouveau installé sur mon balcon, réfléchissant au cercle de responsabilité, à la façon dont les systèmes protègent les gens comme Vincent, jusqu'à ce que quelqu'un vienne les perturber. À la façon dont la vengeance n'est pas toujours une question de destruction, mais parfois de prévention. Le défi suivant est venu d'une direction inattendue. Mes collègues. Si beaucoup me soutenaient, d'autres commençaient à nourrir de la rancœur face au changement. Le nouveau système de transparence signifiait que les performances de chacun étaient visibles. Plus question de cacher des résultats médiocres derrière des jeux politiques ou des relations personnelles. Plus question de s'approprier le travail des autres. Noah, du bureau de trading, m'a coincé dans la salle de pause un matin. Votre petite croisade pour la justice a transformé cet endroit en état policier, a-t-il dit, la voix basse mais intense. Certains d'entre nous s'en sortaient très bien avant que vous ne décidiez de jouer au chien de garde de l'entreprise. J'ai pesé ma réponse avec soin. La transparence, ce n'est pas de la surveillance, Noah, c'est de la responsabilité. C'est facile à dire quand c'est vous qui avez conçu le système, a-t-il répliqué. Il paraît que vous cherchez simplement à vous faire bien voir de Laurence pour accélérer votre propre carrière. J'ai senti la chaleur me monter au visage, mais j'ai gardé une expression neutre. Le système traite tout le monde sur un pied d'égalité. Si vous faites bien votre travail, vous n'avez rien à craindre. Il s'est approché. Vous vous êtes fait des ennemis, Elisa, plus que vous ne le pensez. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que la vengeance a des conséquences qui dépassent la cible visée. En dénonçant Vincent et en changeant nos systèmes, j'avais perturbé une structure de pouvoir qui profitait à bien plus de gens que lui seul. Des gens qui m'observaient désormais de près, attendant que je commette une erreur. Et j'ai échoué, de manière spectaculaire. 3 mois plus tard, nous étions en pleine présentation pour décrocher le compte Jenkins, un client potentiel représentant des millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. J'avais travaillé nuit et week-end pour préparer notre présentation, analysant les besoins de leur portefeuille, personnalisant nos offres de services. C'était mon premier grand projet depuis ma promotion, et tout le monde me regardait. Le matin de la présentation, je me suis réveillée pour découvrir que mes diapositives, si soigneusement préparées, avaient été modifiées pendant la nuit. Des données clés étaient fausses, les projections financières étaient erronées, les références spécifiques aux clients avaient été remplacées par un langage générique. Quelqu'un avait accédé à ma présentation après les heures de bureau et l'avait sabotée. Mon premier réflexe a été la panique. L'équipe de Jenkins serait dans nos bureaux dans 2 heures. Il n'y avait pas assez de temps pour tout reconstruire à partir de zéro. Puis, je me suis souvenu que notre nouveau système enregistrait tout, y compris les révisions de documents. J'ai appelé notre équipe de sécurité informatique qui a confirmé mes soupçons. On avait accédé à ma présentation à 23h42 en utilisant les identifiants de Noah. Chaque modification était enregistrée dans le système. Chaque suppression, chaque altération, chaque remplacement. Quand Noah est arrivé tranquillement au bureau à 8h30, il m'a trouvé en train de l'attendre avec maître Arthur Lefebvre, du service juridique, et Rita de la sécurité informatique.
Travail nocturne intéressant. Hier soir, ai-je dit calmement. Son visage s'est décomposé alors que Rita détaillait les preuves. Arthur a expliqué la gravité de l'infraction, non seulement par rapport à la politique de l'entreprise, mais aussi potentiellement concernant les lois sur le sabotage industriel et l'entrave aux relations commerciales. Vous avez 30 minutes pour vider votre bureau, lui a dit Arthur. La sécurité va vous escorter vers la sortie. Alors que Noah se levait pour partir, son choc s'est transformé en quelque chose de plus laid. Ce n'est pas fini, Elisa. Les gens comme vous ne font pas long feu dans ce milieu. Vous pensez avoir gagné, mais vous venez de vous mettre une cible dans le dos. Après son départ, j'avais exactement 90 minutes pour sauver ma présentation. Avec l'aide de mon équipe, nous avons restauré les données correctes à partir des sauvegardes et reconstruit ce que nous n'avions pas pu récupérer. La présentation a eu lieu, pas parfaitement, mais assez bien pour que l'équipe Jenkins signe avec nous la semaine suivante. Ce soir-là, Laurence Tessier m'a appelé dans son bureau. « Vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière », a-t-elle dit sans préambule. Noah n'agissait pas seul. Il a des amis à des postes de direction dans 3 cabinets concurrents. Ils ont contacté nos clients pour répandre des rumeurs sur l'instabilité de notre direction. Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais voulu créer de problèmes pour l'entreprise. Ce n'est pas vous qui avez créé les problèmes, Elisa. Vous les avez mis au jour. Laurence a tapoté son stylo contre son bureau. Mais maintenant, nous devons décider comment réagir. Ce qui a suivi a été les 6 mois les plus difficiles de ma carrière. La vengeance que j'avais cherchée contre un seul homme s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus vaste. Une restructuration fondamentale des dynamiques de pouvoir en place depuis des décennies. Plusieurs clients sont partis, invoquant des inquiétudes concernant les récents changements de direction. 2 membres du conseil d'administration qui étaient proches de Vincent ont démissionné en signe de protestation contre ce qu'ils appelaient des mesures de transparence excessive. Le cours de notre action a chuté temporairement, les analystes de marché s'interrogeant sur notre stabilité interne. J'ai commencé à douter de moi-même. Ma quête de justice était-elle allée trop loin? Mon désir de vengeance contre Vincent avait-il involontairement mis en péril les moyens de subsistance de centaines d'employés innocents? Un soir, alors que je travaillais tard, Imani, du service de gestion de patrimoine, a frappé à ma porte. Elle avait été l'une des femmes dont les mesures de performance avaient été modifiées sous la gestion de Vincent. « J'ai entendu dire que vous étiez sous le feu des critiques à cause de la perte de clients », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, trop fatiguée pour prétendre que tout allait bien. Je voulais que vous voyiez ceci. Elle m'a tendu un dossier. À l'intérieur se trouvait un rapport montrant que si nous avions perdu 7 clients lors de cet exode, sa division en avait gagné 12 nouveaux au cours de la même période. Et il n'y a pas que la gestion de patrimoine. Les comptes santé de Tania ont augmenté de 22%. La division des services de retraite de Zoé a décroché le fonds de pension Riverside la semaine dernière. J'ai levé les yeux, confuse. Pourquoi cette croissance soudaine? Imani a souri. Le mot passe sur notre nouvelle approche. Les clients, en particulier les clientes avec des portefeuilles importants, transfèrent leurs affaires chez nous, précisément en raison de notre engagement envers la transparence et l'éthique. Pour le compte Jenkins, le facteur décisif a été votre présentation sur nos nouveaux systèmes de reporting. Elle s'est assise en face de moi. La vieille garde se défend parce qu'ils ont peur. Et ils devraient avoir peur. Vous avez changé la donne, Elisa, et grâce à cela, certains d'entre nous sont en train de gagner. Cette conversation a provoqué un déclic en moi. J'ai cessé de me voir comme quelqu'un qui avait perturbé l'entreprise et j'ai commencé à reconnaître que j'aidais à la reconstruire plus solide, plus juste et plus durable. Les résultats du trimestre suivant ont donné raison à Imani. Bien que nous ayons perdu certains clients traditionnels, nous avions gagné de nouveaux marchés importants, là où nous avions auparavant du mal à être compétitifs. La diversité de notre clientèle s'est considérablement améliorée. Le taux de rétention du personnel parmi les femmes et les minorités a atteint des sommets historiques. Et puis, est venu le jour que j'avais à la fois anticipé et redouté. 9 mois après son licenciement, Vincent Holloway a intenté une action au prud'homme contre l'entreprise et contre moi personnellement. Sa plainte alléguait que j'avais fabriqué des preuves pour orchestrer son licenciement et que je m'étais engagé dans une campagne vengeresse pour détruire sa réputation professionnelle. Il réclamait 3,8 millions d'euros de dommages et intérêts. Quand j'ai lu la plainte, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de la peur ou de la colère, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. C'était la dernière tentative désespérée de Vincent pour réécrire l'histoire, pour se positionner en victime plutôt qu'en coupable. Notre équipe juridique était confiante. Son dossier ne tient pas la route, m'a assuré Arthur. Notre documentation est impeccable. Les journaux du système ne peuvent pas être modifiés rétroactivement. Plusieurs témoins ont corroboré votre version. Mais les procès sont épuisants, même quand on est dans son bon droit. Pendant les 3 mois suivants, j'ai subi des dépositions où les avocats de Vincent remettaient en question mes motivations, mes méthodes et mon état mental. Ils m'ont dépeinte comme une employée ambitieuse qui avait fabriqué des preuves pour faire avancer sa carrière aux dépens de Vincent. Lors d'une séance particulièrement éprouvante, Vincent lui-même était présent. Alors que son avocat me pressait de questions sur la raison
pour laquelle j'avais commencé à documenter mon travail si méticuleusement, j'ai regardé Vincent droit dans les yeux. « Je tiens cela de ma mère », ai-je dit. Elle a été professeure des écoles pendant 20 ans. Lorsqu'elle a signalé son directeur pour comportement inapproprié envers le personnel féminin, il a modifié ses évaluations de performance pour justifier son licenciement. Elle n'avait aucune preuve de ce qu'il avait fait, alors elle a tout perdu. Son travail, sa retraite, sa réputation professionnelle. J'ai gardé les yeux fixés sur Vincent. Elle m'a appris que lorsque les systèmes sont conçus pour protéger les puissants, la documentation devient une forme de résistance. Je n'ai pas commencé à tenir des registres parce que je soupçonnais Vincent spécifiquement. Je les ai tenus parce que j'ai compris à quel point les employés peuvent être vulnérables lorsque ceux qui détiennent l'autorité en abusent. La salle de déposition est tombée dans le silence. Même l'avocat de Vincent semblait momentanément à court de mots. 2 semaines plus tard, Vincent a retiré sa plainte. Les conditions de ce retrait étaient confidentielles, mais il n'a plus jamais travaillé dans notre secteur. Le dernier chapitre de cette histoire est arrivé 1 an après cette confrontation dans la salle de conférence. Laurence m'a invité à rejoindre le conseil d'administration en tant que responsable d'un nouveau comité d'éthique et de responsabilité. Mon rôle serait de m'assurer que les changements que nous avions mis en œuvre deviennent des éléments permanents de la structure de l'entreprise, ancrés dans son ADN et non dépendants d'un défenseur individuel. Lors de ma première réunion du conseil d'administration, j'ai proposé quelque chose de radical. Publier nos indicateurs de responsabilité interne à l'extérieur. En partageant avec les clients, les investisseurs et les régulateurs exactement comment nous mesurions la performance, comment nous garantissions l'équité dans les promotions et les rémunérations, et comment nous tressions les écarts lorsqu'ils apparaissaient. La transparence ne devrait pas s'arrêter à nos murs, ai-je soutenu. Si nous croyons vraiment en ce que nous avons bâti, nous devrions être prêts à le montrer au monde entier. Le débat a été intense. Certains membres du conseil d'administration s'inquiétaient d'un désavantage concurrentiel, d'autres d'une surveillance accrue des autorités, mais au final, le vote a recueilli 72 voix en faveur de ma proposition. 6 mois plus tard, notre entreprise est devenue la première du secteur à publier un rapport complet de responsabilité et d'éthique, parallèlement à nos résultats financiers. La réaction a été extraordinaire. Les publications spécialisées en ont longuement parlé. Les organismes de réglementation l'ont cité comme un modèle et, plus important encore, les clients ont réagi par une confiance et des investissements accrus. Depuis, 3 autres grandes entreprises de notre secteur ont adopté des mesures de transparence similaires. C'est en train de devenir un avantage concurrentiel. C'est la preuve que faire ce qui est juste peut aussi être bénéfique pour les affaires. La semaine dernière, j'ai reçu un email d'une femme prénommée Jordan, qui travaille dans une entreprise technologique à l'autre bout du pays. J'ai trouvé votre rapport d'éthique en ligne alors que je cherchais comment aborder des problèmes similaires sur mon lieu de travail, écrivait-elle. Seriez-vous prête à m'expliquer comment vous avez rassemblé des preuves et construit votre dossier? Je pense que la même chose m'arrive, ainsi qu'à 3 autres femmes de mon service. J'ai passé 1 heure au téléphone avec elle ce soir-là, en lui expliquant comment documenter les anomalies, comment sécuriser les preuves et comment bâtir un dossier irréfutable. En discutant, j'ai réalisé que les répercussions de mon petit acte de résistance se propageaient bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. C'est cela, quand on s'attaque à des problèmes systémiques. On ne sait jamais jusqu'où l'impact se fera sentir. Ma revanche contre Vincent n'était pas seulement dirigée contre lui, ni même pour moi. Il s'agissait de changer l'environnement qui permettait à des gens comme lui de prospérer aux dépens des autres. Alors, si vous êtes là à vous demander, si vous devez lutter contre l'injustice dans votre entreprise, si vous devez intervenir quand vous voyez quelqu'un se faire rabaisser ou dénigrer, si vous devez risquer votre confort pour dénoncer un système défaillant, ma réponse est oui. Notez tout, construisez votre dossier méticuleusement, et quand le moment viendra, soyez prêt à montrer vos preuves. Parce que parfois, la revanche la plus puissante n'est pas de détruire vos ennemis, c'est de transformer le monde qui leur a donné du pouvoir. Si mon histoire vous a parlé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre que se défendre en vaut la peine. Laissez un commentaire sur vos propres expériences. Je les lis tous. Vos récits m'aident à me rappeler pourquoi ce combat est important. Abonnez-vous pour d'autres conversations authentiques sur la façon de mener sa vie professionnelle avec intégrité et courage, car ces batailles ne se mènent pas seules, et votre voix compte aussi dans cette discussion. Merci d'avoir écouté mon histoire. La revanche ne résidait pas dans la confrontation, elle était dans tout ce qui a suivi. Elle consistait à construire quelque chose de meilleur sur les cendres de ce qui avait été brisé.